L'épisode d'aujourd'hui est un épisode spécial de Clinique du crime. Il ne reprend pas l'ensemble de l'affaire Chris Watts. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas ou qui souhaitent en retrouver le récit et l'analyse, un épisode complet lui est déjà consacré dans le catalogue du podcast. Aujourd'hui, je partirai d'un document précis. L'entretien accordé par Christopher Watts à 3 enquêteurs du Colorado Bureau of Investigation le 18 février 2019, quelques mois après sa condamnation. Pendant près de 5 heures, dans la prison où il est incarcéré, Watts revient sur son histoire, sur ses relations, sur les crimes, mais aussi sur ce qu'il pense être devenu depuis. Sa culpabilité n'est alors plus à établir, les enquêteurs ne sont plus là pour obtenir des aveux, ils cherchent à comprendre. Ou, plus exactement, ils cherchent à entendre comment un homme tente de raconter son propre passage à l'acte après coup. C'est ce qui rend cet entretien si précieux sur le plan clinique. Je ne chercherai donc pas à déterminer si chacune de ces paroles est vraie, je m'intéresserai à la manière dont son récit se construit, à ses hésitations, à ses contradictions, aux images qu'il emploie lorsque les explications ne suffisent plus. Car raconter n'est jamais simplement restituer les faits. Lorsqu'un sujet revient sur un événement, il cherche des mots, relie des éléments, réorganise son histoire et tente de donner une forme à ce qui demeure parfois impossible à penser. Au fil de cet entretien, Chris Watts cherche d'abord des causes, puis apparaissent des images. Enfin, quelque chose d'autre prend progressivement place. Un cadre fait de religion, de prière et de rituels. Comme si, après avoir tenté de comprendre, il lui fallait surtout trouver une manière de tenir. Cet épisode ne sera donc pas une nouvelle analyse de l'affaire Chris Watts, il sera une lecture clinique d'un entretien. Une tentative d'observer presque pas à pas ce que fait un psychisme lorsqu'il essaie de vivre avec ce qu'il a lui-même produit. La question ne sera donc plus seulement pourquoi Chris Watts a-t-il tué, mais que devient un psychisme après le passage à l'acte. Bienvenue dans Clinique du crime. Avant d'entrer dans cet entretien, je voudrais faire un détour, car il existe une différence fondamentale entre le travail de la justice et celui de la clinique. La justice cherche à établir des faits. Elle recueille des preuves, elle confronte des témoignages, elle vérifie les contradictions. Elle tente de répondre à une question essentielle, que s'est-il réellement passé? La clinique poursuit un autre objectif. Elle ne renonce évidemment pas aux faits, mais elle s'intéresse à quelque chose d'un peu différent. Elle cherche à comprendre comment un sujet habite son propre récit. Car raconter un événement n'est jamais le reproduire. Nous avons souvent l'impression qu'un souvenir est conservé quelque part dans notre cerveau, comme un dossier rangé dans une armoire. Il suffirait alors de l'ouvrir pour retrouver le passé tel qu'il s'est déroulé. Mais la réalité psychique est beaucoup plus complexe. Chaque fois que nous racontons une histoire, nous la reconstruisons. Nous choisissons certains détails, nous en oublions d'autres, nous relions les événements qui, sur le moment, n'étaient peut-être pas reliés. Nous donnons progressivement une forme à ce qui, au départ, était presque chaotique. Autrement dit, un récit est toujours une élaboration. Et cette élaboration nous renseigne souvent autant sur celui qui raconte que sur les faits eux-mêmes. C'est pourquoi un clinicien écoute autrement, il prête attention aux répétitions, aux hésitations, aux contradictions, au silence, aux images qui reviennent sans cesse. À ces expressions, il semble surgir presque malgré celui qui parle, non parce qu'elles constitueraient une preuve, mais parce qu'elles nous montrent comment le psychisme tente de transformer une expérience en quelque chose qui puisse enfin être pensé. Cette distinction est importante, car l'entretien que nous allons écouter intervient plusieurs mois après les crimes. Entre-temps, Chris Watts a plaidé coupable, il a été condamné, il a changé d'état, il vit désormais en prison. Il a parlé à ses avocats, à sa famille, à des enquêteurs. Il a peut-être lu les journaux.
Il a probablement repensé des centaines de fois ce qui s'est passé. Autrement dit, nous ne rencontrons pas le Christoise du 13 août 2018, nous rencontrons un homme qui tente, plusieurs mois plus tard, de construire un récit de ce qu'il a fait. Cette nuance est essentielle, parce que ce récit n'est pas une photographie du passé, c'est un travail psychique. Et comme tout travail psychique, il évolue. Certaines explications apparaissent, d'autres disparaissent, certaines émotions deviennent dissibles, d'autres restent hors d'atteinte. Parfois même, lorsque les mots ordinaires ne suffisent plus, le langage se met à produire des images. C'est précisément ce qui rend cet entretien si précieux. Non parce qu'il nous livrerait enfin la vérité sur Chris Watts, mais parce qu'il nous permet d'observer presque en direct un psychisme confronté à une tâche immense, tenter de penser ce qui, quelques mois plus tôt, semblait encore impensable. Je vous propose donc d'écouter cet entretien comme un clinicien, non pour décider si chaque phrase est vraie ou fausse, mais pour observer comment une parole se construit, comment elle cherche, comment elle hésite, et parfois comment elle révèle bien davantage qu'elle ne croit dire. Écouter un entretien de cette manière oblige à accepter une forme d'inconfort, car si nous renonçons à l'idée que chaque phrase nous rapproche mécaniquement de la vérité des faits, alors une autre question apparaît. Que cherche réellement Chris Watts lorsqu'il parle? Cherche-t-il à convaincre, à se justifier, à se protéger? Peut-être un peu de tout cela. Mais à l'écoute de cet entretien, une autre hypothèse me paraît plus intéressante. J'ai parfois l'impression d'entendre un homme qui cherche avant tout à comprendre ce qu'il a lui-même fait. Et lorsqu'un être humain est confronté à un événement qui bouleverse profondément son existence, le premier mouvement du psychisme est souvent le même. Il cherche une cause. Nous avons tous connu cette expérience. Après un accident, une séparation, un deuil, une maladie, une trahison, très rapidement, une question surgit. Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Cette question n'est pas anodine. Elle constitue souvent la première tentative du psychisme pour reprendre prise sur une réalité devenue soudain incompréhensible. Trouver une cause, c'est déjà remettre un peu d'ordre dans le chaos. Car ce qui nous angoisse le plus n'est pas toujours la souffrance elle-même, c'est parfois son absence de sens. Face à un événement qui déborde notre capacité de compréhension, le psychisme préfère souvent une mauvaise explication à l'absence totale d'explication. Cette observation ne concerne évidemment pas uniquement les victimes d'un traumatisme, elle concerne chacun d'entre nous. Nous avons besoin de relier les événements entre eux, de construire une histoire, de produire une cohérence, et c'est exactement ce qu'on observe chez Chris Watts. Tout au long de l'entretien, il avance des explications. À plusieurs reprises, il évoque sa relation avec Nicole Kessinger. Il décrit cette rencontre comme une véritable rupture dans son existence, une vie nouvelle, une autre version de lui-même. Il parle également de cette fameuse longue mèche. Pendant des années, dit-il, il aurait tout gardé pour lui. Jamais de conflit, jamais de véritable opposition, toujours l'effort de satisfaire les autres. Comme si toute son agressivité était restée silencieuse jusqu'à ce qu'elle explose brutalement. À d'autres moments encore, il évoque son couple, son épuisement, ses émotions, son incapacité à dire non. Toutes ces explications semblent sincères. Et pourtant, à mesure que l'entretien avance, quelque chose se produit. Aucune d'entre elles ne paraît réellement suffisante, comme si Chris Watts lui-même sentait qu'aucune cause ne pouvait contenir l'ampleur de ce qui s'était passé. Alors il en cherche une autre, puis une autre encore. Et c'est précisément là que cet entretien devient fascinant, parce qu'à partir du moment où les explications ordinaires cessent de suffire, son langage commence lentement à changer, les causes s'effacent, les images apparaissent. Au cours de l'entretien, plusieurs phrases reviennent avec insistance, des phrases qui ont beaucoup fait réagir. Chris Watts déclare notamment « C'est comme si quelqu'un me tenait les mains ». À un autre moment, il dit « C'est comme si quelque chose avait été implanté dans mon esprit. Puis encore, je n'avais plus une pensée qui soit la mienne. »
Ces formulations sont étonnantes. Elles peuvent donner l'impression qu'il cherche à se déresponsabiliser. Elles peuvent aussi évoquer certains discours religieux ou délirants. Mais je crois qu'il faut être très prudent. La clinique ne consiste pas à prendre ces phrases au pied de la lettre. Elle consiste à se demander pourquoi un sujet éprouve le besoin de parler ainsi. Pourquoi ne dit-il pas simplement j'ai décidé de faire cela? Pourquoi passe-t-il par des images? Sans doute parce qu'il existe des expériences qui résistent au langage ordinaire. Nous faisons tous cette expérience, à des degrés très différents. Lorsque quelqu'un nous demande par exemple ce que représente un deuil, une séparation ou une douleur profonde, nous répondons rarement par des définitions. Nous disons plutôt ⁇ j'avais l'impression d'étouffer, c'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds ⁇ ou encore ⁇ j'avais le cœur arraché ⁇ Personne ne comprend ces phrases littéralement, elles sont des métaphores. Elles permettent de donner une forme à une expérience qui déborde les mots. Autrement dit, lorsque la pensée atteint ses limites, le langage devient souvent imagé. C'est peut-être ce qui se joue ici. Je ne sais pas si Christoise croit réellement qu'une force extérieure guidait ses gestes. Et au fond, ce n'est pas la question qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que son récit semble chercher des images capables de représenter une rupture intérieure qu'il ne parvient pas encore à penser autrement. Comme si la phrase Quelqu'un tenait mes mains n'était pas une explication, mais une tentative de dire l'indicible. Cette distinction est essentielle, car une image n'est pas une preuve, elle est un travail psychique. Elle témoigne d'un effort de représentation. Le psychisme cherche une forme, une scène, une métaphore, quelque chose qui rende enfin racontable ce qui jusque-là demeurait sans visage. Mais ces images, elles aussi, vont progressivement montrer leurs limites, car une métaphore peut aider à dire, elle ne permet pas toujours de vivre. Et c'est précisément à ce moment de l'entretien qu'apparaît un nouveau mouvement. Après avoir cherché des causes, puis des images, Kritzwas va commencer presque silencieusement à chercher autre chose, un cadre. Les images nous apprennent une chose. Elles nous disent que Chris Watts peine encore à penser ce qu'il a fait avec les mots ordinaires, mais elles ne nous disent pas pourquoi son psychisme semble si démuni face à cette tâche. Pour tenter de le comprendre, il faut revenir bien avant le crime, à cette vie qu'il décrit lui-même. Une vie étonnamment lisse, une vie où le conflit paraît avoir longtemps été tenu à distance. Tout au long de l'entretien, Chris Wass revient sur un trait de personnalité qu'il considère lui-même comme central. À plusieurs reprises, il explique avoir toujours été quelqu'un qui évitait les conflits. Il ne disait pas non, il préférait céder, s'adapter, faire plaisir. Il décrit une personnalité calme, discrète, presque effacée. Et lorsqu'il cherche à comprendre ce qui s'est passé, il utilise une expression qui revient souvent chez les enquêteurs comme chez les journalistes, celle de la longue mèche. Pendant des années, dit-il, il aurait tout gardé pour lui, comme une colère silencieuse qui se serait accumulée jusqu'à exploser. Cette image est séduisante, elle est simple, peut-être même trop simple, car la clinique nous invite ici à être prudents. L'agressivité n'est pas en elle-même un problème. Elle fait partie de la vie psychique. Grandir, c'est aussi apprendre à supporter les désaccords, à dire non, à décevoir parfois, à accepter que deux désirs puissent entrer en conflit. Le conflit est une expérience normale. Il est même indispensable. Il permet au sujet de choisir, de renoncer, de négocier avec lui-même comme avec les autres. Lorsqu'une personne affirme ne jamais se mettre en colère, ne jamais contredire, ne jamais s'opposer, le clinicien ne conclut pas qu'elle est particulièrement paisible. Il se demande plutôt ce qu'est devenue cette conflictualité. Car les conflits psychiques ne disparaissent pas parce qu'on cesse de les exprimer. Ils peuvent être refoulés, évités, déplacés ou rester longtemps silencieux. Autrement dit, l'absence apparente de conflit ne signifie pas nécessairement l'absence de tension interne.
Elle peut parfois témoigner d'une difficulté à les reconnaître, à les penser ou à les mettre en mots. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé chez Chris Watts. L'entretien ne permet pas de l'affirmer. En revanche, il montre un homme qui semble avoir longtemps privilégié l'adaptation à l'expression de ses propres conflits. Cette observation est importante, car lorsqu'un conflit ne peut pas être élaboré psychiquement, il ne disparaît pas pour autant. Il cherche d'autres voies d'expression. La plupart du temps, ces voies restent ordinaires. Elles prennent la forme d'un symptôme, d'une inhibition, d'une somatisation, d'un épisode dépressif ou encore d'une rupture. Mais il arrive aussi que le sujet rencontre soudain une possibilité de vie entièrement nouvelle, une possibilité qui semble promettre la disparition de tous les conflits. Et c'est précisément ce qui apparaît dans le récit de Chris Watts lorsqu'il parle de Nicole Kessinger. Pour la première fois de l'entretien, il ne décrit plus seulement ce qu'il a fait, il décrit celui qu'il croit pouvoir devenir. À ce stade de l'entretien, quelque chose attire l'attention. Chaque fois que Chris Watts évoque Nicole Kessinger, son discours change. Le ton devient plus vivant, les phrases s'allongent, les souvenirs se précisent. Comme si, pendant quelques instants, il ne parlait plus seulement d'une rencontre, mais d'une expérience beaucoup plus profonde, l'expérience d'une autre vie possible. Dans les commentaires consacrés à cette affaire, Nicole Kessinger est souvent présentée comme la maîtresse, ou comme le déclencheur, parfois même comme la cause du drame. Je crois que cette lecture est insuffisante. Car ce qui frappe à la lecture de l'entretien n'est pas seulement l'intensité de cette relation, c'est ce qu'elle semble représenter psychiquement pour Chris Watts. Lorsqu'il parle d'elle, il ne décrit pas simplement une femme, il décrit une manière d'exister. Avec elle, dit-il, il découvre des activités nouvelles. Il sort, il fait des randonnées, il fréquente des restaurants, il parle d'une vie plus spontanée, plus légère, presque plus libre. Autrement dit, Nicole n'apparaît pas seulement comme un nouvel objet d'amour, elle devient le support d'une autre représentation de lui-même. Et cette nuance est essentielle. Car en clinique, tomber amoureux ne consiste pas uniquement à rencontrer quelqu'un. C'est parfois rencontrer une version de soi que l'on croyait inaccessible. L'autre devient alors le miroir d'une identité nouvelle, non pas forcément plus vraie, mais plus désirable, plus vivante, plus conforme à ce que le sujet imagine pouvoir être. L'entretien montre très clairement qu'il investit cette relation comme la promesse d'un nouveau commencement, comme si deux vies devenaient soudain incompatibles. D'un côté, une existence construite au fil des années, un couple, des enfants, une maison, un travail. De l'autre, la perspective d'une identité entièrement nouvelle. Et c'est là qu'apparaît une réalité profondément humaine. Toute existence est faite de renoncements. Choisir une vie, c'est renoncer à toutes les autres. Nous faisons cette expérience sans cesse. Choisir un métier, c'est abandonner d'autres possibilités. Choisir un partenaire, c'est renoncer à d'autres histoires. Devenir parent transforme également notre rapport à la liberté, au temps, au désir. Ces renoncements sont parfois douloureux, mais ils participent de la construction du sujet. Ils donnent une continuité à notre existence. Le problème n'est donc pas de désirer une autre vie. Nous avons tous un jour imaginé ce que serait notre existence ailleurs, autrement, avec quelqu'un d'autre. Le problème apparaît lorsque le sujet ne supporte plus le prix de ses propres choix, lorsqu'il veut la nouvelle vie sans perdre l'ancienne. Autrement dit, lorsque le désir se détache progressivement du principe de réalité. Je ne dis pas que cette dynamique explique le crime. Aucune théorie sérieuse ne peut prétendre expliquer un acte d'une telle violence à partir d'un seul mécanisme psychique. En revanche, cet entretien montre combien Chris West semble progressivement investir cette autre existence comme si elle devenait la seule encore pensable. Et lorsqu'une seule possibilité de vie paraît encore vivable, tout ce qui rappelle l'existence précédente risque progressivement d'être vécu non plus comme un lien, mais comme un obstacle. Cette idée est essentielle, car elle nous conduit à une question plus vertigineuse encore.
Que devient l'autre lorsqu'il cesse d'être rencontré comme un sujet pour n'être plus perçu qu'à travers ce qui l'empêche? C'est précisément cette question que nous allons maintenant explorer. À ce stade de l'entretien, quelque chose devient presque imperceptible. Depuis le début, nous avons suivi le cheminement de Chris Watts, ses tentatives d'explication, ses métaphores, sa difficulté à penser son propre geste. Mais il manque encore une question essentielle. Que devient l'autre dans ce récit? Car un crime ne concerne jamais seulement celui qui le commet, il concerne aussi celui qui le subit. Et c'est peut-être là que cet entretien devient le plus bouleversant. En relisant attentivement cet entretien, une chose m'a frappée. Chris Watts parle beaucoup de Shannon, mais il en parle d'une manière très particulière. Il revient longuement sur son visage, sur son regard, sur ses yeux injectés de sang après sa mort, sur les expressions de son visage, sur les paroles qu'elle lui aurait adressées. Autrement dit, il ne décrit pas seulement Shannon, il décrit l'image qu'il garde d'elle. Cette distinction est importante car en clinique, nous ne vivons jamais uniquement avec les personnes qui nous entourent. Nous vivons aussi avec les représentations que nous nous faisons d'elles. Ces représentations évoluent constamment. Elles se chargent d'amour, de colère, de culpabilité, d'admiration, de peur. Or, à l'écoute de cet entretien, j'ai parfois le sentiment que Chris Watts semble davantage habité par certaines images de Shannon que par le souvenir d'une femme dans toute la complexité de son existence. L'entretien montre un récit où certaines représentations prennent progressivement toute la place, comme si quelques images concentraient désormais l'ensemble de la relation. Et puis soudain, quelque chose change. Chris Watts raconte les derniers instants passés avec Bella. Elle le regarde, elle comprend que quelque chose ne va pas, et puis elle lui demande: Papa, est-ce qu'il va m'arriver la même chose qu'à Sissi? Puis viennent ces mots: Papa, non. Je crois que c'est l'un des moments les plus bouleversants de tout l'entretien. Pourquoi? Parce que cette fois, il n'y a plus seulement une représentation, il y a une rencontre. Bella parle, Bella regarde, Bella s'adresse à lui. Pendant quelques secondes, toute abstraction disparaît. L'autre redevient irréductiblement présent. C'est ici que la réflexion d'Emmanuel Levinas, philosophe, me revient en mémoire. Levinas écrit que le visage de l'autre nous adresse une exigence éthique avant même toute parole. Le visage nous rappelle que l'autre n'est jamais un objet de notre monde intérieur. Il est un sujet, un être qui existe indépendamment de nous. Je ne crois pas que cette référence explique ce qui s'est passé. La philosophie n'explique jamais un crime. En revanche, elle éclaire une question clinique essentielle. Que se passe-t-il lorsqu'un sujet ne parvient plus à rencontrer pleinement l'autre dans son altérité, lorsque l'autre est progressivement réduit à la place qu'il occupe dans notre propre économie psychique? Le conjoint devient celui qui empêche, l'enfant devient celui qui retient, la famille devient celle qui fait obstacle. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est produit chez Chris Watts. Je dis simplement que cette question traverse son entretien et qu'elle traverse plus largement toute la clinique de la violence. Car la violence ne détruit pas seulement des corps, elle révèle parfois une transformation beaucoup plus discrète, une modification de la manière dont le sujet rencontre l'existence même de l'autre. Et pourtant, quelque chose me frappe. Des mois après les faits, Bella continue d'habiter le discours de Chris Watts. Ses paroles reviennent, son regard revient, comme si cette rencontre persistait dans son monde intérieur, comme si cette scène résistait encore à toute tentative d'organisation. Peut-être est-ce cela qui me touche le plus. Même après le passage à l'acte, certaines figures continuent d'interroger le sujet. Elles ne répondent pas, elles demeurent. Et c'est précisément à partir de cette impossibilité de refermer complètement le sens qu'un autre mouvement va apparaître. Chris Watts ne cherche plus seulement à expliquer, il cherche désormais une manière de vivre avec ce qui continuera peut-être toujours à lui échapper. Il cherche un cadre. Depuis le début de cet entretien, nous avons vu Chris Watts chercher des explications. Puis ces explications ont laissé place à des images, comme si le langage tentait peu à peu de donner une forme à ce qui résistait encore à la pensée.
Mais au fil des heures, un autre changement apparaît, plus discret, peut-être plus profond encore. Chris Watts parle de moins en moins du passé. Il commence à parler de son présent. Et ce présent est traversé par quelque chose qui revient sans cesse. La Bible, la prière, les rituels. Lorsqu'on évoque la religion chez Chris Watts, une question revient souvent. S'est-il réellement converti? Sa foi est-elle sincère? Cherche-t-il à se racheter? Ces questions sont légitimes, mais elles ne sont pas celles que je voudrais poser aujourd'hui. La clinique ne peut pas mesurer la sincérité d'une croyance. En revanche, elle peut s'interroger sur la fonction psychique qu'elle semble occuper. Tout au long de l'entretien, Chris Watts explique qu'il lit la Bible chaque jour, qu'il prie quotidiennement. Il raconte que cette pratique rythme désormais son existence. Les journées en prison semblent organisées autour de ces habitudes répétitives. Lecture, prière, réflexion. Puis le lendemain, les mêmes gestes recommencent. Cette répétition m'interroge, car elle apparaît précisément au moment où les grandes explications semblent s'être épuisées, comme si le psychisme cessait progressivement de chercher une réponse définitive à la question «Pourquoi ai-je fait cela?» pour investir une autre question beaucoup plus concrète: comment continuer à vivre avec cela? Cette distinction me paraît essentielle. Comprendre et continuer à vivre sont deux tâches différentes. La première cherche du sens, la seconde cherche une stabilité. Et il arrive qu'après certaines expériences, la seconde devienne prioritaire. Nous observons parfois ce phénomène dans d'autres situations cliniques. Après un traumatisme majeur, certaines personnes mettent en place des routines très précises. Elles se lèvent à heure fixe, marchent toujours selon le même itinéraire, préparent leur café exactement de la même manière, organisent minutieusement leur journée. Ces gestes ne font pas disparaître la souffrance, mais ils réintroduisent quelque chose de précieux, de la continuité, un rythme, des repères, un sentiment de permanence. La religion peut parfois jouer une fonction comparable, non parce qu'elle expliquerait tout, mais parce qu'elle offre un cadre, une temporalité, des rituels, une communauté de sens, un ordre symbolique dans lequel le sujet peut recommencer à inscrire son existence. Ce n'est peut-être pas ce qui se joue chez Chris Watts. L'entretien ne permet pas de l'affirmer. En revanche, il montre clairement qu'au moment où les explications s'épuisent, les pratiques religieuses prennent une place centrale dans son quotidien. Ce déplacement est intéressant. Il suggère que le travail psychique ne consiste plus seulement à élaborer le passé. Il consiste désormais à reconstruire un présent suffisamment stable pour être habitable. Et c'est peut-être cela qui me frappe le plus. Au début de cet entretien, Chris Watts cherche une cause, puis des images. À la fin, il ne semble plus chercher ni l'une ni les autres. Il cherche un rythme, un ordre, un cadre. Comme si, après l'effondrement de son monde intérieur, la première nécessité n'était plus de tout comprendre, mais de retrouver une forme de continuité psychique. Peut-être est-ce là l'un des enseignements les plus discrets de cet entretien. Le psychisme ne survit pas uniquement grâce aux explications, il survit aussi grâce aux structures qui lui permettent jour après jour de recommencer à penser. Et c'est précisément cette évolution qui nous conduit à la dernière question. Que nous apprend finalement cet entretien? Non pas sur Chris Watts seulement, mais sur le fonctionnement du psychisme humain lorsqu'il est confronté à l'impensable. Lorsque l'on referme cet entretien, une étrange impression demeure. Nous savons davantage de choses et pourtant nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Pourquoi a-t-il tué? Cette question reste en partie ouverte et il faut peut-être accepter qu'elle le demeure. Nous aimerions croire qu'un crime aussi extrême possède une cause unique, un événement déclencheur, une personnalité, une maladie, une rencontre, une explication suffisamment solide pour rendre le monde à nouveau prévisible. La réalité psychique est rarement aussi simple. Un passage à l'acte est presque toujours le produit d'une histoire singulière où se mêlent des conflits anciens, des circonstances particulières, des choix, des renoncements, des fragilités et surtout
une part qui résiste encore à notre compréhension. La clinique nous oblige à une forme d'humilité. Elle nous rappelle qu'expliquer n'est pas tout comprendre, et que comprendre n'autorise jamais à excuser. Cette distinction est essentielle. Comprendre est un travail de pensée. La responsabilité relève, elle, de la justice. Les deux ne s'opposent pas, elles ne répondent simplement pas aux mêmes questions. Ce que cet entretien m'a appris, c'est ce que fait un psychisme lorsqu'il tente de survivre à ce qu'il ne parvient pas encore à penser. Au début de l'entretien, il cherche une explication, comme nous le faisons tous lorsque notre existence vacille. Puis les explications montrent leurs limites, alors apparaissent les images. C'est comme si quelqu'un tenait mes mains. Le langage tente de représenter ce qui déborde encore la pensée. Puis, progressivement, ces images elles-mêmes cessent d'occuper le premier plan. À leur place apparaissent des rituels, une temporalité, une organisation, la lecture au quotidienne de la Bible, la prière. Non plus seulement la recherche d'une réponse, mais la recherche d'un monde à nouveau habitable. Je ne sais pas si Chris Watts est parvenu à penser pleinement son acte. Je ne crois pas qu'un entretien permette de répondre à cette question. En revanche, il donne à voir quelque chose de précieux. Le travail, parfois hésitant, parfois contradictoire, par lequel un être humain tente de remettre un peu d'ordre dans un monde intérieur qui s'est effondré. Et peut-être est-ce là le véritable intérêt clinique de ce document. Non pas nous révéler le secret de Chris Watts, mais nous rappeler qu'après certaines expériences, le psychisme ne cherche plus immédiatement la vérité, il cherche d'abord les conditions qui lui permettent de recommencer à penser. C'est peut-être cela que raconte cet entretien. D'abord une quête de cause, puis une quête d'image, enfin une quête de structure, comme si le psychisme reconstruisait lentement les fondations mêmes qui rendent la pensée possible. Finalement, cet entretien ne nous apprend peut-être pas seulement quelque chose sur Chris Watts, il nous enseigne aussi une forme de prudence. En clinique, nous sommes souvent tentés d'aller trop vite, de poser un diagnostic, de trouver la bonne théorie, de croire que nous avons compris. Or, écouter un sujet, c'est parfois accepter de demeurer longtemps dans l'incertitude, accepter qu'une parole soit traversée de contradictions, qu'un récit reste incomplet, que certaines zones demeurent obscures. La clinique commence peut-être précisément là, dans cette capacité à ne pas refermer trop vite le sens, à continuer d'écouter, à continuer de penser, parce que finalement, le plus grand enseignement de cet entretien n'est peut-être pas celui-ci, pourquoi un homme tue-t-il, mais plutôt celui-là, que faut-il à un psychisme pour devenir capable de penser après l'impensable. C'est sans doute une question à laquelle nous ne répondons jamais complètement, mais c'est peut-être précisément pour cela qu'elle mérite d'être posée. Avant de nous quitter, si vous souhaitez découvrir cet entretien par vous-même, sachez qu'il est facilement accessible. Vous le trouverez sur YouTube en recherchant Entretien de Christoise du 18 février 2019 ou Christoise Prison Interview. Vous pouvez également retrouver la transcription intégrale en effectuant une recherche sur Google avec les mots-clés Transcription entretien Christoise 18 février 2019. Les documents sont en anglais, mais ils constituent un matériau clinique particulièrement riche. Merci d'avoir écouté ce fragment clinique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui permet à Clinique du Crime de continuer à grandir. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau fragment clinique. À très vite.